Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est encore un point lecture promis. C'est les deux derniers que vous allez voir, ils sont maintenant et après c'est fini, enfin c'est fini. Tout du moins je serai à jour sur mes points lecture. On a à la fois le dernier livre de décembre que j'ai lu et le premier de janvier, donc voilà c'est un petit point lecture à cheval entre les deux mois. Je vous propose qu'on y aille tout de suite, c'est parti! On commencera tout d'abord avec Un boss dans mon chalet de Erin Graham chez Addictive et on parlera du tome 1 de Married to Magic, Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova chez Big Bang. Alors on commence avec celui-ci, Un boss dans mon chalet de Erin Graham aux éditions Addictive. C'est un espèce de tome 2 de Colloque avec mon boss, je vous mettrai la couverture juste ici. J'avais juste adoré Colloque avec mon boss et du coup je me suis dit bah tiens je vais acheter le tome 2 on va dire entre guillemets. Alors dans cette histoire nous allons suivre Antoine. Antoine c'est le petit frère de Étienne, le boss, le fameux qu'on a suivi dans le premier tome. Et Antoine, il s'est retrouvé implanté en France pour gérer la filière française de l'entreprise, parce qu'à la base on est aux États-Unis. Et il a comme numéro 2 de la boîte, on va dire Valentine. Valentine, c'est une jeune femme qui est vraiment bouffée par son boulot au plus haut point, sauf que Valentine, elle est tombée enceinte d'un coup d'un soir. Elle ne sait pas comment recontacter le mec, du coup, elle part du principe qu'elle est mère célibataire et ça lui va très bien, sauf que sa famille voulait absolument savoir s'il y avait un père. Et par un effet de quiproquo, au moment où son patron l'appelle, donc il voit le prénom Antoine, elle a mis un surnom un peu ridicule dont je ne me souviens plus du tout. En fait, il croit que c'est son mec et pour qu'il la laisse tranquille, elle va dire que oui, Antoine est le fameux père du bébé et son mec. Et le jour où Valentine va accoucher, Antoine est chargé d'aller à la maternité par une de ses collègues pour amener le cadeau de naissance en fait, et le quiproquo va être énorme parce que sa famille va croire que du coup Antoine est le fameux Antoine fiancé. Et tout le long du roman, Antoine va dire à Valentine, il faut que tu leur dises la vérité, je ne suis pas ton mec, je ne suis pas le père de l'enfant, il va falloir que tu leur dises. Et Valentine va repousser le moment absolument tout le temps. Et donc du coup, Antoine va se retrouver forcé de vivre avec sa collègue et sa subordonnée pour maintenir le mensonge, pour l'aider en fait à maintenir ce mensonge. Et puis en même temps, on va se rendre compte que les deux se rapprochent quand même vachement, il y a quand même un truc vachement romantique entre les deux. Et surtout, il y a au milieu le fils de Valentine, donc qui s'appelle Malo, et qui crée aussi des situations assez rocambolesques. Alors il est pas très grand parce que dans l'histoire, il vient de naître, mais donc du coup, Antoine va vachement aider Valentine parce qu'elle galère un peu, c'est une mère célibataire. En plus de ça, elle essaye de revenir au travail le plus vite possible parce qu'Antoine lui met un peu la pression. Donc au fur et à mesure, des quiproquos, etc., on va voir la relation se construire. Et je vous en dis pas plus parce que il n'y a pas tellement de grandes péripéties, on est vraiment sur une rom-com en fait. Donc honnêtement, je ne peux pas vous résumer plus que ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, on est vraiment sur une romance de Noël toute doudou. J'adore les tropes des single dad, single mom, etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je vais pas vous parler d'univers, vous en doutez, c'est de la romance contemporaine, il n'y a pas réellement d'univers, mais il y a vraiment un truc de décor et d'ambiance qui est absolument génial. C'est une romance de Noël, donc on s'en doute, mais ils sont plongés au beau milieu des Alpes, et Valentine, on nous dit qu'elle a un immense chalet, voilà, au cœur de la montagne, et il y a le fait que ce soit bientôt Noël, donc il y a des marchés de Noël de partout, donc vous avez plein d'histoires avec de la neige, des chocolats chauds, des machins, donc vraiment l'ambiance était sympa, sachant qu'en plus j'ai lu ce livre juste après Noël, donc j'étais encore un petit peu dans l'ambiance, en plus on était chez mes grands-parents, où il y avait pas mal de givre, un petit peu de neige et tout ça, donc vraiment c'était vraiment super sympa à lire en termes d'ambiance. En termes de personnages, j'ai surkiffé le perso de Valentine, malgré le fait, en fait c'est un personnage très franc, très haut en couleur. Elle est très indépendante, voire un peu trop, elle a beaucoup de mal à demander de l'aide et elle galère un petit peu avec son petit garçon, c'est une jeune maman. Et c'est assez compliqué pour elle de demander de l'aide et c'est Antoine qui va la forcer à accepter son aide littéralement. Ça lui donne un caractère très profond qui moi m'a profondément touchée, le côté oui voilà je sais me débrouiller toute seule en fait et j'ai besoin de personne. On sent vraiment une profonde souffrance derrière ça et c'est vraiment super triste et ça m'a beaucoup touchée. Antoine, dans le tome 1, on avait vu un personnage absolument pas sérieux, qui ne savait pas prendre ses responsabilités, il était très piquant, très ironique et en fait là quand il se retrouve confronté à cette mère célibataire et son bébé, en fait il va prendre en maturité, en responsabilité d'un coup. Alors il en avait déjà pris parce que clairement se retrouver à la tête d'une des filiales de l'entreprise, bon je pense que ça responsabilise un petit peu, mais là il y a vraiment cet aspect où il va se retrouver en fait papa par intérim et que du coup il est obligé de prendre des responsabilités, de devenir mature, etc. J'ai beaucoup aimé cette évolution là du personnage parce que du coup moi qui ai lu, alors les deux tomes se lisent vraiment
indépendamment, au final, on fait référence au tome d'avant, mais c'est pas hyper clair non plus. Et du coup, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette évolution du personnage et ça m'a fait encore plus m'attacher à lui. Vraiment, le couple Valentine-Antoine, absolument trop kiki. Et voilà, j'ai adoré suivre leur histoire. Si je pouvais y avoir une saga entière sur eux, ce serait absolument génial. Parce que voilà, ils forment un couple très mignon, très naturel. En même temps, il y a ce jeu du fake dating et du fait qu'ils veulent pas craquer parce qu'ils se disent non mais c'est que pour de faux, c'est juste le contexte qui fait qu'on a envie de craquer et au final ils vont quand même craquer. C'était génial. J'ai beaucoup aimé aussi la présence des personnages secondaires. Il y a beaucoup la famille d'Antoine, même si ils sont loin par visio, etc. C'était assez drôle parce qu'on retrouve les personnages du tome 1. Et il y a également la famille de Valentine. Alors au tout début, j'ai pensé vraiment que leur présence allait être à la limite de la toxicité. Parce que vraiment, elle nous présente sa famille comme une famille dysfonctionnelle as fuck, qui ne va pas du tout. Et en fait, sa mère est profondément bienveillante et en fait elle se fout un peu de la gueule de sa fille dès le début, enfin voilà, je vous laisserai le découvrir. Mais vraiment il y a un truc de très comique où les parents vraiment en fait font exprès d'appuyer le trait, on se mêle de ce qui nous regarde pas et voilà, et on est là et on essaye de venir et de machin. Ils essayent de forcer le trait et c'est hyper drôle. Au final, on pouvait se dire que les personnages allaient être assez toxiques, au final pas du tout, et puis les personnages secondaires sont tellement bien gérés que c'était bien amené, ça rajoutait vraiment quelque chose à l'histoire, c'était super bien. En termes d'intrigue, j'ai adoré le fait que il y ait énormément de quiproquos en fait. À chaque fois que Valentine essaye de les sortir tous les deux de la situation en expliquant qu'en fait non c'est pas ça mais machin, il y a toujours un quiproquo qui fait qu'ils se remettent en fait dans la même merde et Antoine en a marre de jouer le faux mec et Valentine a l'impression d'emprisonner Antoine et donc c'est assez comique et c'est que ça reste quand même une romance très très légère, c'est une romance de Noël, c'est une rom-com, c'est voilà, c'est pas une histoire dramatique ni rien, je veux dire le père de l'enfant n'est pas mort, c'est juste qu'elle ne sait pas qui c'est et elle arrive à trouver l'amour dans les bras de son patron, enfin vraiment le truc improbable parce qu'il vient lui rendre visite pour l'aider avec son gamin, enfin vraiment le truc improbable. Mais il faut pas oublier que derrière cette légèreté, il y a quand même beaucoup de sujets profonds qui sont abordés. Déjà, la dépression postpartum, Valentine est clairement en train d'en faire une. Et c'est Antoine qui va un petit peu lui sortir la tête de l'eau. Alors elle le fait, enfin c'est pas de manière très violente honnêtement. C'est vraiment juste, elle n'arrive pas à s'en sortir, hein. Clairement c'est peut-être pas de la dépression postpartum, mais en tout cas une bonne grosse déprime postpartum, un baby blues comme on dit, ça c'est très probable. On aborde aussi tout ce qui est des grossesses célibataire, parce qu'elle a vécu toute sa grossesse célibataire, elle a accouché prématurément parce qu'elle s'est tuée au travail pendant 9 mois. Les grossesses adolescentes aussi, c'est abordé vraiment en surface à la fin, mais ça quand même assez approfondi en termes de sentiments et d'émotions des personnages, c'était super intéressant. Et il y a aussi la pression familiale en fait, parce que Valentine, si elle s'invente un mec, c'est pour avoir à éviter d'expliquer à ses parents qu'elle a juste pas pris ses précautions avec un inconnu d'un soir et que maintenant elle se retrouve enceinte. Donc c'est dilué sur fond de comique, mais on sent quand même les sujets derrière qui sont assez importants à mes yeux et qui sont très bien traités. Ça devient pas voyeuriste en fait, c'est juste abordé parce que ça doit être abordé et c'est fait de manière très très propre. Et au-delà de ça, bien entendu, le côté fake dating qui s'alimente avec les quiproquos. Et en plus de ça, entre eux, il y a vraiment du rapprochement, c'est de la proximité forcée, donc vraiment ils se rapprochent parce qu'en fait ils se retrouvent à dormir dans la même chambre, ils se retrouvent à se doucher au même endroit, et machin, et machin. C'était juste génialissime, je vous la conseille, pas que pour Noël bien entendu, mais cette saga en général et Erin Graham en général, pour l'instant je n'ai fait que aimer tout ce que j'ai lu d'elle, donc je vous le recommande vivement. Ensuite, un livre sur lequel on va passer peut-être un peu plus de temps parce qu'il y a plus de choses à dire, c'est Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova chez Big Bang. C'est le tome 1 d'une saga qui s'appelle Married to Magic. Je vous en parle quasiment tout le temps, c'est une de mes sagas de fantasy, romantasy préférées. On va être sur un monde qui s'appelle le Midscape, qui vit à côté des humains. Ils sont au courant que ce monde existe, hein, c'est pas quelque chose de secret. Et en fait, chaque tome va suivre un homme en fait qui est une créature, donc on a elfe, faille, vampire et sirène, et un cinquième qui n'est pas encore sorti. Et on va suivre avec une jeune fille humaine qui va se retrouver emberlificotée dans des histoires pas possibles que elle-même ne comprend pas, mais qui va porter un très lourd destin sur les épaules et qui du coup va essayer de s'investir au maximum. C'est toujours ça qui est très intéressant dans ces livres-là. Ici nous allons suivre Luella, elle est guérisseuse, elle a toujours eu un espèce de don avec les plantes, elle sait pas trop d'où ça vient, mais bon. Elle adore ça. C'est la guérisseuse de son petit village, Capton, et Capton c'est le village où le roi elfe, tous les 100 ans, vient chercher une reine humaine. Il y a eu une guerre qui a fait qu'une barrière s'est créée entre le monde des humains et des elfes, et pour entretenir l'équilibre entre ces deux mondes,
Tous les 100 ans, les humains doivent donner au roi elfe une reine humaine, donc qui est sélectionnée par la magie en fait, c'est pas un concours ni rien, c'est vraiment la magie qui dit ce sera toi. Normalement, les pouvoirs de la reine humaine se déclarent à son adolescence et donc elle a le temps de se préparer à partir, etc. Sauf que là, ça fait 101 ans que la dernière reine humaine a été découverte et le roi elfe leur a laissé 1 an pour trouver la reine humaine avant de décimer la population parce que sans la reine humaine, le Mythscape se meurt et le monde humain va se mourir avec. Et donc Luella, elle arrive le jour où le roi elfe arrive en fait. Elle est en espèce de bisbise, enfin elle a un meilleur ami d'enfance de qui elle est follement amoureuse, etc. Ils ont qu'un rêve, c'est partir ensemble, etc. Elle va apprendre que ce meilleur ami lui a caché le fait que c'était la reine humaine et a fait en sorte que personne ne puisse le découvrir. Et donc Luella, elle se retrouve forcée à se marier avec ce roi elfe, elle se retrouve à comprendre que son meilleur ami en fait l'a trahi, non pas pour la protéger elle, mais pour protéger son amour et dans une démarche vraiment très égoïste de non mais tu es à moi donc je ne veux pas que quelqu'un d'autre te touche, enfin vraiment un truc pas très terrible qui m'a donné un petit peu froid dans le dos, je vais pas vous mentir parce que vraiment on sentait un truc de contrôle de ce meilleur ami. Elle va se retrouver surtout à dire adieu à ses parents, à sa ville adorée pour devenir la reine humaine, chose à laquelle elle ne s'est pas préparée parce que Luella elle a 19 ans et d'habitude les reines humaines on les découvre à 14 et donc elles ont 5 ans pour se préparer tout simplement et elles savent en fait quel est leur rôle. Par exemple, Luella, elle ne connaît rien de tout ça, elle ne comprend même pas ses nouveaux pouvoirs parce qu'en fait on lui a caché toute sa vie. Et Luella surtout elle trouve que le concept de reine humaine c'est absolument terrible et elle en souffre énormément. Et surtout elle se rend compte au-delà de ça que le Mythscape est en train de se mourir et qu'il y a peut-être une autre solution que la reine humaine pour essayer de s'en sortir. Elle va donc passer un pacte avec Eldaz, donc qui est le roi des elfes, qu'elle a épousé du coup. Si avant son couronnement elle arrive à trouver une solution pour qu'il n'y ait plus jamais de reine humaine, il lui rendra sa liberté parce que il n'y aura plus besoin de reine humaine en fait tout simplement. Et donc ils vont se lancer contre une espèce de course contre la montre où les deux veulent absolument se débarrasser de leurs responsabilités mais en même temps ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Ils s'en rendent compte assez tardivement, donc ils n'ont même pas le temps de profiter. C'est vraiment un mélange entre eux, c'est vraiment une vraie romantaisie, romance, intérêt, etc. Et je trouve qu'on est quand même vachement sur une belle réécriture de Perséphone, parce qu'on vous dit que la reine humaine a des pouvoirs liés avec la nature, et le roi elfe a des pouvoirs liés avec la mort, en fait. C'est le gardien de la vie et de la mort, c'est comme ça que se crée l'équilibre. Et on nous dit aussi que la reine humaine peut revenir une fois tous les ans, elle a le droit de revenir dans sa ville natale, mais le reste du temps elle doit rester dans le royaume des elfes. Donc c'est assez... Enfin, tous les tomes de la saga ne sont pas des réécritures, mais c'est vrai que là, par exemple, on a une petite incursion à Hadès et Perséphone. Le précédent tome dont je vous ai parlé, j'avais pas fait le rapprochement, mais il y a quand même vachement de la petite sirène. Par exemple, le prince, enfin le duc, dans celui que je vous ai présenté précédemment, je vous mettrai la note, il collectionnait les objets du monde réel. Donc je pense que quand même... Voilà. Donc voilà, nous allons plonger dans cette histoire où Luella a clairement une course contre la montre pour tenter de retrouver sa liberté et en même temps elle est tiraillée par ses sentiments pour Eldaz qui lui disent de rester, tout simplement. J'ai adoré. Alors pour moi c'est une relecture, vous vous en doutez, si j'ai déjà lu le tome 4, j'ai forcément lu le tome 1. J'ai juste surkiffé encore une fois. En termes d'univers, je vous le dis à chaque fois, Eliskova nous a créé un univers de folie. En fait le Mythscape, je vais vous montrer la carte, on la voit très peu, c'est génial. En fait, le Mythscape se divise en plein de zones et là, vous voyez, on voit que le royaume des elfes et au fur et à mesure des tomes, en fait, on va voir apparaître les différents noms des différents peuples. Et en fait, toutes les histoires de Married to Magic font allusion aux autres. Inconsciemment, là, on avait allusion aux sirènes et aux vampires. Et en plus de ça, c'était le moment où je vous tournais le point de lecture sur les sirènes, donc j'étais là en mode « Ah, il y a la connection !» Et c'est vrai que quand je l'ai lu la première fois, je savais même pas qu'il allait y avoir des tomes 2, 3, 4. Donc c'est vrai que j'ai pas capté, mais en fait on nous parle des tomes, là par exemple on va nous parler de la rébellion Fae, pardon, la rébellion qui est avec un roi illégitime, etc. Sachant que dans le tome 2 on va suivre le prince qui veut redevenir le prince légitime à la place de ce fameux roi. Donc voilà, il y a plein de choses qui se relient et c'est vrai que en fait les tomes sont sortis tellement avec de l'écart qu'au final je ne me rendais pas compte que tout était relié parce que je crois que j'ai mis 2 ans avant de lire le tome 2 parce que il est sorti super tard. Et donc voilà, comment vous dire que j'ai mis très longtemps entre chaque tome, donc c'est hyper intéressant de faire une espèce de rétrospective. Comme toujours, cet univers est super riche et super dense. Cette deuxième lecture m'a permis de comprendre plus de choses sur lesquelles je ne m'étais pas attardée dans ma première lecture, ce qui est vraiment dommage. Parce que je peux vous jurer que la magie que l'autrice a créée pour le Mythscape, c'est incroyablement fourni et surtout Luella en fait on va découvrir à travers ses yeux et à travers les carnets des anciennes reines humaines qui essayent de comprendre elles aussi le fondement de cette magie et qui ont trouvé des pistes mais qui n'ont jamais réussi à l'exploiter comme Luella l'a fait. C'était super passionnant, vraiment comme d'habitude, et ça m'a permis vraiment de m'attarder sur des détails que j'avais pas très bien compris, comme par exemple comment se dénoue en fait, comment se termine ce pacte, comment est-ce que Luella
parvient à dénouer le pacte et à faire en sorte qu'il n'y ait plus de reine humaine. En termes de personnages, Luella, c'est vraiment le genre d'héroïne que j'adore, et si un jour j'avais à écrire un livre, je l'écrirais comme ça. C'est une femme indépendante, c'est une femme intelligente, mais c'est une femme qui assume ses choix. C'est une femme qui assume ses choix, qui prend ses responsabilités, et c'est une femme aussi qui sait admettre quand elle a tort. Je déteste les héroïnes bornées à la mort, mais les gens les trouvent badass, moi je les trouve juste stupides en fait. Vraiment, reconnaître ses torts, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Reconnaître ses torts, c'est la base de la communication humaine. Je dis ça, je suis très difficile pour reconnaître mes torts, mais j'essaye, c'est déjà ça. Elle est juste incroyablement solaire, elle pense qu'il y a du bon en chacun. J'ai beaucoup aimé ce tome parce que Luella, je pense que dans toute la série que j'ai lue, c'est mon héroïne préférée, clairement. Sa candeur, sa volonté profonde de revenir à son village parce que son village a investi en elle et que son village ne peut pas se passer d'une guérisseuse aussi douée qu'elle en plus de ça, donc c'est assez compliqué pour elle de rester avec Eldas. Elle est tiraillée en permanence par son cœur et par ses responsabilités. Voilà, c'est vraiment le genre d'héroïne que j'aime trop. Et Eldas, quant à lui, c'est vraiment l'archétype des personnages dans les mariages forcés, le roi sombre et obscur qui ne veut pas se laisser briser la carapace, gna gna gna. En fait, quand il se livre un peu à Luella et qu'il apprend à aimer et à recevoir de l'amour, parce que c'est quelque chose qui est très compliqué aussi, eh bien, en fait, on se rend compte que c'est un homme qui porte tout simplement la responsabilité d'un peuple entier, voire même un continent entier sur ses épaules, parce que c'est lui qui assure la survie du Midscape à travers sa reine humaine, et que en fait il a vraiment un profond sentiment d'abandon, et qu'il voit le départ de Luella comme un autre abandon, encore un. Vraiment, il m'a profondément touchée, Eldas, parce que quand on apprend à le connaître et quand on découvre ce qui se passe dans sa tête, en fait, eh ben, on ne peut que compatir avec lui, tout simplement parce qu'il est vraiment très touchant. Et leur couple j'ai adoré comme leur couple, en fait, on a l'impression que leur couple explose au milieu du roman, et c'est une explosion de sentiments et de bonheur, et c'était vraiment hyper agréable à lire et hyper mignon en plus de ça, donc j'ai vraiment surkiffé. Et en termes de personnages secondaires, alors il y a un truc aussi très fort dans les livres de Elise Kova, c'est qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, elle arrive toujours à trouver une excuse, entre guillemets, enfin un prétexte pour créer un huis clos. Là, par exemple, le prétexte, c'est que Luella, en tant que reine humaine, il n'y a que très peu de monde qui peuvent voir la reine humaine, tout simplement parce que c'est la tradition. Jusqu'au couronnement, personne ne peut voir la reine humaine, à part un petit comment dirais-je, pacte d'élus, donc le roi, son frère, et les seconds du roi, on va dire. Et donc on a très peu de personnages secondaires. On va avoir le frère du roi, on va avoir sa seconde, et on va avoir les herboristes en fait qui s'occupent de Luella. Et donc c'était hyper intéressant parce qu'on a des personnages. J'ai adoré le personnage de Rini, pour ceux qui ont lu le roman. Vraiment, c'est ma queen quoi. Et c'est grâce à elle en fait que la relation entre les deux va pouvoir évoluer. À chaque étape, elle est là pour dire non mais attendez, vous faites n'importe quoi. Partez plutôt de ce principe-là, faites ça. Voilà, j'ai juste adoré Rini, et j'ai adoré Hook, qui est le loup de Luella qu'elle a trouvé dans la forêt un jour par hasard, qui est aussi trop mignon et qu'on a envie de revoir tout le temps. En termes d'intrigue, on est vraiment... Alors, dans mes souvenirs, je pensais que la quête de Ella pour dénouer le sort de la reine humaine prenait beaucoup plus de place. En réalité, il y a quand même vachement d'enjeux politiques au milieu, puisque comme je vous l'ai dit, on nous parle de la rébellion des Fae. Enfin voilà, il y a beaucoup d'enjeux politiques, il y a beaucoup d'enjeux magiques, parce qu'en fait... Ça inquiète aussi les elfes de savoir que Enfin, il y a que Eldas qui le sait, mais ça l'inquiète aussi de savoir que Luella s'amuse avec la magie, entre guillemets, enfin, essaye de trouver des solutions, fait des tests, etc. Et on a beaucoup aussi d'intrigues amoureuses, bien entendu, parce que les deux se posent des questions sur leur relation, étant donné qu'elle semble avoir une date de péremption, parce que du coup, Luella veut partir. Son cœur ne veut pas partir, mais ses responsabilités font qu'elle se dit qu'elle doit retourner à Captain parce qu'ils ont payé pour elle et qu'elle se doit d'y retourner, quoi. J'avoue, je suis pas trop d'accord avec ses décisions, et en même temps, quand on comprend pourquoi elle le fait, on ne peut être que d'accord avec sa décision. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup aimé l'intrigue aussi, parce que ça m'a permis aussi de cette relecture de comprendre mieux des éléments de l'intrigue, du style comment Luella arrive à faire son raisonnement, en fait, tout simplement. C'était assez flou pour moi à l'époque. Et bien entendu, le slow burn qu'il y a entre les deux, parce que je crois que la relation commence vraiment genre là. Donc comment vous dire qu'on a tout ça de slow burn, en plus enemies to lovers, c'est un peu mariage forcé. C'est génialissime. J'ai juste surkiffé, c'est vraiment une saga que je n'arrêterai jamais de vous recommander tellement je l'aime d'amour. Et c'est encore le cas, je vous la recommande vraiment chaudement. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré vous la tourner, comme d'habitude. Ça m'a permis un petit peu de faire du tri dans tout ce que j'ai à vous tourner.
Je vous dis à très bientôt, très bonne révision, très bons examens pour ceux qui en ont, très bon travail, très bons cours, etc. etc. Très bonne lecture bien entendu et je vous fais des bisous. Ciao!